Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct sur SGTV pour le journal de la soirée. En bref, un tour d'horizon des actualités. Politique, le député de Haute-Amérique Henry Deicon est sous le coup d'un arrêté judiciaire pour détournement de fonds publics. Le sénateur Thomas Hardy continue sa campagne à toute allure en distançant ses concurrents à la présidence du Sénat planétaire. Les fonds républicains pour l'indépendance des États encore dans la tourmente judiciaire avec la suspension de fonds lors de la dernière course à la présidence planétaire. Sécurité. Les manifestants antinucléaires ont pris d'assaut la centrale Eurasia en ancienne Germanie. Cela fait maintenant un mois que dure le blocus. Les autorités annoncent l'importance de faire évacuer les déchets radioactifs. Ils n'ont plus de place pour leur stockage dans l'enceinte de l'établissement. Attentat dans l'Italie du Sud. Le Nouveau Vatican a évité de peu un terrible massacre près du château Saint-Onge. 2. La garde suisse de l'État a pu intervenir à temps et arrêter le kamikaze. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué. Agriculture, les laboratoires Sadoli annoncent la sortie de leur nouveau GM Bio pour accroître la production dans les régions du Nord afin de combattre la famine croissante. Les paysans des États du Sud montent au créneau, ils dénoncent la baisse de leurs aides au profit des États du Nord ainsi que la surtaxe pour financer les exportations vers le Nord. Les mouvements pro-bio dénoncent l'arrivée des produits fabriqués sur Mars, la chaîne de fabrication n'ayant pas les mêmes exigences que sur Terre. Ils accusent la firme martienne de créer des produits génétiquement modifiés. Sur un registre plus gai, parlons sport. Le Paris-Barça a remporté la finale internationale face au Dynamo San Francisco par 3-1. Et de la même manière, les handballeurs du Nairobi remportent leur 7e titre de champion du monde. Finance. Scandale à la banque martienne Nova Générale. Plus d'1 milliard d'euros crédit martien perdus dans des fonds spéculatifs proposés aux fonctionnaires lunaires. Le gouverneur de l'État Moonside à Armstrongville dénonce une manipulation du gouvernement martien pour ruiner les actifs des habitants de la Lune. Restons dans l'espace. La deuxième phase de colonisation de Mars a débuté, permettant d'accueillir un demi-milliard de citoyens terriens. Ils sont issus en majorité des régions du Nord où la situation devient de plus en plus tendue suite à la catastrophe calorifique. L'IASA annonce également la mise en projet de la colonisation d'une des lunes de Saturne d'ici 5 ans, délai dans lequel la population terrienne aura atteint son maximum. Merci pour ces informations en bref, le sommaire de votre soirée. Climat. Le seuil des 2 degrés du réchauffement est sur le point d'être dépassé. Les spécialistes s'affrontent sur les chiffres. Certains annoncent 1,86 degré, tandis que d'autres annoncent le terrible chiffre de 1,97 degré. À rappeler que les dépassements des 2 degrés fatidiques nous amèneraient sur un chemin de non-retour. Le ministre du gouvernement planétaire du climat et de l'éco-énergie, Arthus van der Merg, la climatologue, le professeur Philippine de Chassis, grande spécialiste du réchauffement, et la spécialiste de l'IASA, l'International Aerospace Agency, Chris Pushkin, seront avec nous pour cette première partie du journal afin de débattre sur la situation, des dispositions prises ou à prendre. Dans un instant, ce débat, il sera suivi par la présentation des 3 solutions urbaines proposées par les grandes agences de bioénergie qui travaillent à trouver des solutions concrètes pour la ville de demain. Quelles sont les avancées? Quels sont nos avenirs possibles? Vous pouvez réagir en direct et poser vos questions aux bâtisseurs architectes. Dans quelle ville de demain vous verriez-vous? Mais d'abord, voici la météo sur notre belle planète bleue. Bonjour Valentine. Bonjour Laure, bonjour Simon. Il se réchauffe toujours alors? Oui Simon, c'est malheureusement le cas, même si certaines zones sont encore privilégiées quant au climat. Découvrons notre carte planétaire. Pour le nord du continent européen et américain, le climat reste malheureusement inchangé. Le réchauffement fait fondre tellement de glace que ces zones restent toujours dans un microclimat glacial, d'où l'ancienne capitale russe n'est pas sortie depuis 5 ans maintenant. Elle reste toujours aux alentours de moins 64 degrés, comme c'est le cas pour l'ancien Québec, du côté de l'ancien continent américain. L'Europe du Nord aussi reste sous la glace. Demain, les premières zones habitables auront un temps plus doux qu'à l'accoutumée. Il fera 3 degrés pour New York, Marseille et Milan. Les privilégiés restent toujours les pays d'Amérique du Sud, Afrique centrale et Asie du Sud, avec un climat tempéré et de douce chaleur. Ce devrait être encore une bonne période de récolte pour les nouvelles fermes agroalimentaires planétaires. Parlons à présent du Sud-Sud. Malheureusement, en Argentine,
Afrique du Sud et Australie, les zones restent toujours inhabitables à cause de la chaleur intense ou des vents violents et brûlants. Les sondes météorologiques reviennent encore carbonisées et à demi fondues, ce qui ne rend pas la tâche facile à nos scientifiques pour nous donner plus d'informations. Passons à la carte des températures. Voici les températures pour la journée de demain. Je vous dis donc précédemment, rien ne change pour le nord. Nous avons toujours moins 64 degrés pour Moscou et Saint-Pétersbourg, ainsi que pour Québec. 3 petits degrés sont attendus à San Francisco, New York, Marseille et Milan. On aura tout juste 19 degrés à Mexico, Le Caire ou encore New Delhi. Les Brésiliens de Rio seront encore et toujours en maillot avec un 36 degrés bien présent, comme en Angola, Tanzanie et Kuala Lumpur en Malaisie. Voici pour la journée du 26 mars 2030. Demain, nous fêterons les Larissa. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonsoir et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ce soir, le grand débat portera sur la réalité de la situation climatique dans le monde, ce que nous avons fait ou que nous n'avons pas fait, les dispositions prises ou à prendre. Avec nous ce soir la professeure Philippine de Chassis, climatologue et grande spécialiste du réchauffement. Bonsoir. Dr Chris Pushkin, la spécialiste de l'IAESA, l'International Aerospace Agency. Bonsoir. Et Arthur Van Dommerg, le ministre du gouvernement planétaire, du climat et de l'éco-énergie. Bonsoir. Alors messieurs, dames, je vous pose donc la question. Avons-nous atteint le point de non-retour? Bien sûr que non, Madame Sidou, nous avons largement le temps. Mais bien sûr, ça ne m'étonne pas la part du gouvernement d'avoir cette position, aveugle que vous êtes. Madame de Chassis. Professeur. Pardon. Professeur, pas madame, respectez déjà mon titre s'il vous plaît. Professeur de Chassis donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis des années, le gouvernement ne cesse de lutter contre le réchauffement climatique et la recolonisation des zones au climat difficile. Vous luttez? Non, monsieur le ministre, vous ne luttez pas. Vous discutez, vous palavrez depuis des décennies autour d'une table comme celle-ci à prendre des décisions économiques plutôt que nécessaires. Déjà c'est faux, nous faisons beaucoup de choses. L'installation de nouveaux parcs éoliens et solaires, la mise en projet de nouvelles... Voilà, vous voyez, la mise en projet. En quoi c'est productif? Dites-le moi. Il faut bien se concerter et prendre une décision. Je disais donc que nous avons mis bon nombre de projets en route. Monsieur le ministre, il est vrai que vous ayez bon nombre de projets. Mais nous qui sommes dans les étoiles et voyons la Terre dans son ensemble, il est vrai qu'on n'a toujours pas vu un seul de vos projets, dont certains sont réellement intéressants à être mis en place. Madame Prochkin, ceci n'est pas vrai non plus. Prochkin, Pardon. autant respecter les titres de tout le monde. Vous voyez comment la classe politique nous méprise? Messieurs, dames, revenons dans le débat. Comment est la situation à l'heure actuelle? Les uns parlent de 1,86 degrés, d'autres de 1,97 degrés. Qu'en est-il réellement? 1,97 degré? Non, c'est exagéré. Oui, je sais bien, les spécialistes comme Madame ici présente vont nous soutenir qu'on y est. Mais c'est des prédicateurs de mauvais augure. On est, il est vrai, élevé. On est plutôt autour des 1,86 degré. Cessons d'être alarmistes ou pessimistes. Pensons positif. Monsieur le ministre cherche à minimiser les faits, ce qui n'est pas inhabituel en politique. Mais il faut admettre que la situation est alarmante. Non, on n'est pas à 1,80 degrés. On est davantage autour des 1,92. Allez-y direct, docteur. Même plus des 2 degrés, 1,97 degrés, même peut-être plus des 2 degrés. Non, n'exagérons pas non plus, professeur. La situation est dramatique, alarmante. On voit bien, depuis la station spatiale, que oui, dans nos mesures, c'est dramatique. Les vents solaires ont continué à augmenter. Mais c'est surtout la couche d'ozone protectrice qui, en s'érodant avec l'effet de serre et autres émanations des énergies fossiles, réchauffe fortement notre planète et nous amène dans une situation ultime. Alors, n'aurions-nous pas pu l'éviter? Bien sûr que si. Le premier responsable du réchauffement climatique, c'est nous. Comprenez bien, n'essayons pas de nous déresponsabiliser. Nous sommes la première et la principale cause de la destruction de la planète. On a continué à utiliser les énergies fossiles, sachant pertinemment tout le mal que cela faisait. Mais toujours pour des raisons économiques, n'est-ce pas, monsieur le Non mais ministre? c'est insupportable quand même. Vous les scientifiques là, vous ne tenez jamais compte de la situation économique. Lorsque vous avez des régions entières du monde qui meurent de faim, il faut bien trouver une solution pour les nourrir. Nous produisons de manière plus écologique, plus responsable. On ne passe pas d'une technologie à une autre en un rien de temps. Il faut du temps et de l'argent. De l'argent, voilà le nœud du problème. Vous soutenez toujours les conglomérats commerciaux pour faire toujours plus de profit. Mais si on avait changé notre industrie, modifié notre manière de produire il y a longtemps, nous n'en serions pas là. Et les petits surcoûts de production auraient vite été amortis.
Non, vraiment, arrêtons de nous voiler la face. Toute une partie de notre société s'enrichit sur la croûte de notre terre et nous l'avons détruite. Le professeur est vive, mais si on tient compte des facteurs économiques, oui, on aurait dû faire quelque chose. Oui, bien sûr. Rendez-vous compte, déjà, en 2017, on avait constaté tous ces effets. Le premier d'entre eux, la montée des eaux. Elle a augmenté régulièrement d'1 mètre. Souvenez-vous par exemple de Paris en 2024, quand tout le centre-ville s'est retrouvé sous l'eau avec la montée de la Seine. On avait déjà fait lourd avec la perte de la Bretagne et de la Normandie. N'est-ce pas, monsieur le ministre? 2 régions entières englouties par la mer. Rendez-vous compte, 2 régions entières. Par exemple, en Normandie, c'est la statue de l'archange Saint-Michel des bases de l'eau sur l'ancien lieu, connu de Mont-Saint-Michel. On a juste mis la planète dans un énorme four à micro-ondes et on a appuyé sur Start. C'est un fait que même vous, monsieur le ministre, ne pouvez contester. Regardez par exemple la mer de glace dans les Alpes. On voit bien depuis l'espace qu'elle a totalement disparu. Et je ne vous parle pas de l'Arctique. Rendez-vous compte que la banquise, en 1978, faisait 7,5 millions de kilomètres. En 2007, 5,26 millions de kilomètres. Et maintenant, qu'elle n'en fait plus que 2. Les images de la station sont claires et nettes. Oui, bien sûr, vous avez raison. Nous ne pouvons pas nier tous ces faits. Le gouvernement et moi-même, regardons le passé, essayons d'en tirer des leçons. Aujourd'hui, regarder en arrière ne sert à rien pour sauver la planète. Nous sommes dans la dernière phase. Le compte à rebours est lancé depuis longtemps. Nous sommes dans la dernière seconde. La température n'a cessé d'augmenter. Et les catastrophes naturelles s'accentuent chaque jour. Regardez l'Australie. C'était un si beau pays. Il est maintenant ravagé par des tempêtes de chaleur montant à 90 degrés. Non, arrêtons de regarder vers le passé. Alors justement, messieurs, dames, on arrive à une nouvelle question importante. Que pouvons-nous faire? Quelles sont les solutions, monsieur le ministre? Oui, des solutions, il en existe beaucoup. Le gouvernement et moi-même mettons tout en œuvre pour améliorer la situation. Regardez par exemple les parcs éoliens que nous avons installés, les zones de centre-ville où nous avons interdit les véhicules non commerciaux, les appels d'offres projets innovants, les bourses de recherche attribuées aux meilleurs sujets. Nous n'arrêtons pas d'avancer dans le bon sens. Puis nous installons nos villes avec des systèmes solaires et éoliens. Oui, bien sûr, des choses sont faites, mais ce n'est pas assez, et pas assez vite. L'urgence est nécessaire à présent, nécessaire. Il faut arrêter avec les combustibles fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole, et passer à des solutions 100% exemptes de carbone, telles que la biomasse, le solaire ou l'éolien. Mettre des paramètres solaires, enfin, monsieur le ministre, soyons réalistes, Mais ça ne fera pas professeur, vous changer n'êtes jamais notre contente. système C'est énergétique. un premier pas tout de même. Un Il faut premier, bien commencer par quelque part. un premier pas? Ne parlons pas d'avancer sur ce type de projet. Les paramètres? Non, soyons sérieux. Regardez, il y a une vingtaine d'années, un petit jeune avait trouvé une solution pour nettoyer les océans. Ce n'était même pas cher à être mis en place. Et tout ça, monsieur, avait été nettoyé dans la sphère politico-commerciale. Non, arrêtons. Des solutions, on en a. Il faut juste que les mentalités soient poussées à changer. Exactement, il faut pousser à changer les mentalités. Mais pas que de vous les politiciens, de nous tous. On est tous responsables avec notre confort, notre TV, notre surconsommation. On veut bien que le voisin fasse un effort, mais dès que ça nous touche, ça devient compliqué. Nous devons nous unir, car c'est un défi sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et l'humanité doit saisir ce défi à bras le corps, en commençant par nos villes. C'est vrai qu'il serait temps de changer notre système urbain, de changer notre manière de concevoir la ville. Il existe beaucoup de projets pour créer la ville de demain, mais cela demande là aussi beaucoup de temps. Et vous dites, professeur, les mentalités sont difficiles à changer. Alors justement, madame, messieurs, nous arrivons au terme de ce débat sur une note où vous avez l'air tous d'accord. C'est un problème général où tout le monde doit s'investir, du plus petit au plus grand, un problème pour l'humanité. Une humanité qui vit à présent dans des mégalopoles gigantesques. Nous sommes passés à une population de plus de 10,2 milliards d'habitants. Nous avons colonisé la Lune et nous sommes présents sur Mars. Mais notre modèle urbain ne peut plus être ce qu'il est. Il doit changer d'après toutes vos conclusions. Et c'est comme ça que nous pourrons clore ce débat et passer à la deuxième partie de soirée. La ville de demain, après une petite page de publicité, nous reviendrons avec 3 firmes qui vous proposeront leur vision de la ville de demain. Après leurs 3 propositions, vous serez invités à nous dire ce que vous en pensez, dans quelle ville vous verrez-vous vivre demain. A très vite, ne zappez pas.
cette deuxième partie de soirée. La ville de demain, ce sujet reste au cœur des préoccupations de tous les habitants de la planète. Comment allons-nous vivre demain? Quels sont les impératifs écologiques, économiques et sociaux même? Tandis que la planète se meurt et qu'on essaye de penser ses blessures, toutes ces questions restent présentes à nos esprits. C'est pour cela que dans notre deuxième partie de soirée, à l'image du Petit Prince de Saint-Exupéry qui disait « Dessine-moi un mouton », nous avons demandé aux grandes agences de bioénergie de nous dessiner la ville de demain. Quelles sont nos possibilités? Quels sont les projets visionnaires? Nous allons vous présenter 3 projets fous de la ville de demain, réalistes, surréalistes ou même fantastiques. Leurs concepteurs vont venir défendre leur création, leurs idées novatrices. Les réactions des citoyens interviendront tout au long de cette première partie. Ce sera à vous de juger, vous qui allez devoir voter en fin d'émission dans la ville dans laquelle vous verriez vivre. En premier lieu, nous aurons le projet Eol City, présenté par Alicet Dufaux. Sa ville de demain, elle la voit aérée, elle la voit avec la tête dans les nuages. Puis vous aurez le projet Terra Domica, défendu par Chloé Gerda. Elle voit une ville au tréfonds des entrailles de la Terre, protégée par la Terre. Et pour finir, Anissa Forte viendra défendre sa ville Solaria, où l'avenir sera entre les mains de notre chaleureuse étoile qu'est le Soleil. 3 visions, 3 projets, 3 avenirs, à vous de juger. Alicia Dufaux a étudié les vents, les courants d'air chaud, froid toute sa vie. Elle est devenue la spécialiste incontestée de tous les systèmes éoliens. C'est tout naturellement qu'elle s'est tournée vers une solution totalement éolien. À vous de nous dire si sa ville est à couper le souffle. Pour moi, la ville de demain doit être aérienne. Depuis trop longtemps, on est attaché à des maisons ancrées au sol, à des buildings lourds et massifs. Pour moi, la ville de demain doit être légère. Sur chaque bâtiment, des éoliennes couvriront à elles seules le besoin énergétique nécessaire au bâtiment. Le but est que chaque bâtiment devienne autonome. Autonome à 100%. Et comment comptez-vous le mettre en place? Avec de grands bâtiments élancés. On aura également suspendu entre des bâtiments des panneaux constitués de milliers d'hélices, actionnés grâce à des courants d'air pour générer de l'électricité à la ville. Certains bâtiments seront traversés par d'immenses tunnels à vent avec de grandes hélices qui produiront des kilowatts et des kilowatts de courant. Donc plus d'énergie fossile puisque notre consommation naturelle sera portée par le vent. Des matériaux légers comme les nouvelles fibres de carbone, des matériaux résistants seront utilisés pour nous permettre de construire durablement et dans la hauteur des bâtiments alors confortables et aériens. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait un problème sonore? Bon, oui, c'est vrai, ce système risque de générer un ronronnement permanent, mais cela ne posera pas de problème, car l'isolation phonique des bâtiments est absolue. De plus, nous n'aurons pas besoin de sortir des bâtiments, car des passerelles, immenses tubes transparents, les relieront les uns aux autres. Les boutiques et magasins parsemeront chaque bâtiment. Et comme les parois seront grandes, en verre et élancées, nous aurons toute la lumière nécessaire. L'avantage, me direz-vous? Eh bien, la construction de tours entre 5 et 6 km de hauteur pouvant accueillir 100 000 citoyens nous laissera plus de place sur la planète pour créer des champs de culture et ainsi développer l'agroalimentaire. Tout ce qui ne sera pas cultivé sur Terre pourra être cultivé dans des fermes à différents étages des bâtiments. Chaque bâtiment sera donc autosuffisant aux besoins énergétiques ou alimentaires. L'autonomie et les vents. Voilà ce que sera ma ville de demain, une ville qui ne manque pas d'air. Chloé Gerda a quant à elle un tout autre projet. Elle étudie la terre, la roche et tout ce qui compose notre croûte terrestre. Spécialiste du recyclage calorifique, elle prône une ville de demain plus terre à terre, plus profonde, au cœur même de notre planète. Ma ville à moi, elle vient du fond de nos entrailles, du fond de notre terre. On détruit notre précieuse planète depuis de trop nombreuses années, alors qu'elle nous est vitale. Laissons-la se reconstruire. Quittons la surface de la terre. Creusons, creusons et encore creusons pour ainsi créer des villes souterraines.
Des dômes gigantesques nous protégeront des fortes chaleurs et des catastrophes naturelles. Dans des parois immenses entourant nos villes, d'imposantes pompes à chaleur produiront la température nécessaire à notre bien-être. De grandes centrales électriques seront alimentées par la lave en fusion afin de créer des turbines en vapeur, source de courant inépuisable. Des rivières souterraines alimenteront les centrales hydrauliques. Mais dans le souterrain, il n'y a pas de lumière. Comment comptez-vous illuminer votre ville? Pour régler ce problème, une lumière artificielle imitera le cycle des jours et des nuits. Comme vous le savez, la technologie LED++ utilisée permettra de consommer jusqu'à 100 fois moins d'énergie que le LED actuel. De plus, les circuits hydrauliques de la ville, à échelle industrielle, distribueront l'eau potable à tous les habitants. Dans chaque ville, nos champs de culture s'implanteront dans des cavernes à perte de vue. Ces fermes cavernes nourriront ses habitants. Nos logements seront répartis sur les parois des cavernes dans des petites bulles, comme des milliers de grains de raisin suspendus. Comment les transports en commun s'intégreront-ils dans votre ville? Chaque caverne sera reliée par des canaux souterrains. Ils serviront d'ailleurs de circuit pour le métro fluvial, qui fera la liaison entre les différentes bulles de centre-ville. On sera exempt de tout système de véhicules particuliers, puisque chaque caverne possédera ses magasins, ses activités professionnelles et le confort nécessaire. Plus besoin de se déplacer à des kilomètres. On aura tout à notre disposition. Et si besoin, le métro fluvial pourvoira à tous nos besoins en mode de transport. Ce mode de transport ne sera pas utilisé uniquement pour l'intérieur des villes, mais également pour relier toutes les villes entre elles. Ce n'est que pour quitter la planète ou relier d'autres villes plus éloignées que nous remonterons à la surface pour prendre une navette stratosphérique au spatioport de chaque ville. Nous protégerons notre planète en nous retirant dans son cœur. On ne fera plus qu'un avec elle. Anissa Forte a passé de nombreuses années sur la Station internationale pour étudier notre Soleil, sa composition, son fonctionnement. Elle est la grande spécialiste du recyclage solaire et de la conversion chaleur-énergie. Sa vision de la ville de demain est brûlante d'énergie. Demain sera chaud, très chaud. Mais pas pour nous, ne vous inquiétez pas. Quelle est votre vision? Quelle source utiliseriez-vous? Ma vision est toute simple. Notre Soleil, bien évidemment. Une des sources inépuisables présentes depuis des milliards d'années. Peu importe que nous soyons le jour ou même la nuit, le soleil est toujours là, même quand nous ne le voyons pas. Ma ville sera brillante, très brillante. Des panneaux solaires recouvriront les parois d'immenses dômes répartis sur la surface de la Terre, recueillant ainsi encore et encore l'énergie solaire, le 100% solaire. Les tubes, reliant les dômes, seront également constitués de panneaux solaires. Toute surface de ville sera alors une source de production solaire. Imaginez bien, une énergie inépuisable et sans batterie. Aucune énergie stockée dans des batteries, mais une énergie directement consommable. Les besoins de la population ajusteront donc l'activation des capteurs solaires. L'énergie du soleil reflètera sur les panneaux et alimentera directement les appareils de vos appartements. Du courant, de la source à utilisation directe. La nuit, dites-vous? Mais comment feriez-vous? Eh bien, la nuit, comme on le sait, notre consommation est moindre. On dort, les usines ne tournent pas, etc. Alors, une portion de la surface de chaque dôme se détachera et s'élèvera dans les airs jusqu'à sortir de l'atmosphère pour venir capter les rayons du soleil. L'énergie ainsi accumulée ira droit dans les générateurs de la ville, reliés par de grands câbles en monofilament de fil. Et chaque matin, ces satellites solaires, appelés-les ainsi, reprendront leur place sur le dôme et poursuivront leur fonction dure. Autour de toutes nos grandes villes seront disposés de grands dômes pour créer des fermes génétiques pour toute l'agroalimentation. Chaque ville aura donc un dôme par élément nutritif. Plus d'inégalités à travers le monde. Toutes les villes auront les mêmes ressources en énergie ainsi qu'en nourriture. À quoi vous servirait toute cette énergie récoltée? Grâce à cette énergie inépuisable, nous pourrons climatiser toutes nos villes pour avoir une température constante et une atmosphère filtrée et pure. Si on a besoin de réchauffer le dôme, pas besoin de dépenser de l'énergie. Il suffira alors de détourner la source de calorifique de quelques panneaux pour la faire passer dans le système d'aération et l'atmosphère se réchauffera toute seule. Le réchauffement climatique ne sera donc plus un problème. Le temps que la planète se répare, nous récupérons toute cette énergie
toute cette chaleur pour en faire notre force. Voilà les 3 projets, les 3 visions que nous ont réservés ces spécialistes. Comment avez-vous trouvé leur présentation? Dans quelle ville vous verrez-vous vivre demain? Qu'attendez-vous de leur ville? Leurs défauts? Leurs qualités? Regardons les résultats du sondage. On peut se rendre compte avec ce classement et tous ces témoignages que le choix ne reste pas simple et que les avis divergent aisément. Oui, mais nous retrouvons quand même certains points communs entre tous. Certainement, mais tous sont conscients de la nécessité de faire des efforts. Chacun doit trouver des solutions écologiques pour le bien de tous et doit changer notre source d'énergie. C'est indéniable, mais tous reprochent également à ces 3 projets un grand défaut majeur, celui de ne plus avoir accès à l'extérieur. Le renoncement à l'extérieur est le point noir de tous nos téléspectateurs. La peur du changement est aussi présente. L'inconnu a toujours fait peur à l'homme. On sait ce que l'on perd, mais pas ce que l'on gagne. Il y a aussi la peur de la proximité de l'autre. Le regroupement fait peur. On se rend bien compte qu'il est difficile pour tout le monde de faire les efforts nécessaires pour le bien commun, malgré la volonté de le faire. Voilà, notre soirée se termine. Vous avez pu apercevoir un bout de l'avenir et des enjeux importants pour notre planète. Maintenant, comme toujours, le débat continue sur notre site internet, Facebook, SG Prod pour retrouver les reportages de nos envoyés spéciaux. Nous vous disons au revoir et n'oubliez pas, l'avenir est à vous.